Bonjour, je suis Romain Cassard du bureau d'études en Envilis. Nous avons été mandatés par la DLVA pour travailler sur la proposition d'un plan d'action visant à protéger les captages d'eau potable du plateau de Valençol. Donc, en quelques mots, les conglomérats du plateau de Valençol, donc c'est une formation géologique qui recouvre la quasi-totalité de ce plateau, qui est constitué de substances plutôt grossières, hein, des graviers, des galets, en alternance avec des couches plutôt argileuses, donc imperméables. Et donc, ces poches de gravier, de galets constituent des réserves d'eau souterraines plus ou moins importantes qui peuvent donner naissance à des petites sources quand on est situé plutôt en haut de versant, comme on a le schéma là, en bas de la diapositive. Et puis, dans certains cas, des ressources un peu plus importantes, un peu plus productives qui peuvent être exploitées pour la production d'eau potable. On a là sur cette diapositive les chiffres de production d'eau potable de la DLVA en 2018 en fonction des ressources. Et on voit donc que les captages des conglomérats, c'est une ressource qui est quand même loin d'être négligeable. C'est à peu près 15% du volume de produit sur une année. Donc, on a là sur la carte le plateau de Valençol, donc sur la partie sud, le plateau d'Entremaine au nord avec l'As qui sépare les deux. Et donc, toutes les formations correspondant en couleur orange et rouge correspondent à ces conglomérats. Donc, on voit que c'est la quasi-totalité du plateau qui est recouvert par ces formations. Les conglomérats du plateau de Valençol, donc c'est une ressource souterraine importante, mais qui est relativement dégradée, en particulier par les produits phytosanitaires, donc des résidus de produits phytosanitaires, avec notamment une matière active qu'on appelle le 2,6-dichlorobasamide, ou BAM, donc, c'est un produit de dégradation d'herbicide qui a été utilisé sur lavandin, notamment il y a un peu plus de 10 ans, et qui a généré une contamination assez importante des ressources, conduisant notamment à la fermeture de pas mal de captages qui présentent des teneurs sur cette matière active trop importantes pour que l'eau puisse être distribuée. Donc, cette substance, ça constitue la principale problématique. Après, on retrouve quand même pas mal d'autres substances qui sont détectées à des teneurs beaucoup moins importantes et des fréquences beaucoup moins importantes. Il faut savoir que sur environ 10 ans, c'est quasiment une cinquantaine de substances différentes qui ont pu être quantifiées au moins une fois, donc mises en évidence sur un des captages du plateau de Valençol. Donc, on voit qu'on a quand même un certain cocktail de substances, même s'il y en a une en particulier qui nous pose problème. Et puis, vis-à-vis des nitrates, on a une problématique plus localisée sur certains captages, notamment sur la source de la Bouscole à Grioux et puis la source Michel à Romoul, avec des teneurs qui dépassent largement la norme de 50 mg par litre, avec une tendance plutôt négative. On a des teneurs qui n'ont jamais été aussi élevées et on a eu une augmentation assez marquée sur ces dernières années. Vis-à-vis de la réglementation, donc il faut savoir que les directives européennes et nationales imposent de travailler de manière préventive pour reconquérir l'état des ressources en eau. Les captages les plus dégradés ont été classés comme captages prioritaires. On en a à peu près 2500 qui sont concernés à l'échelle de la France. Et donc, à partir du moment où un captage il est classé comme prioritaire, ça oblige son gestionnaire, donc là en l'occurrence la DLVA, donc DLVA, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est Durance Luberon Verdon Agglomération, à mettre en place un programme d'action pour reconquérir la qualité de l'eau, donc un programme d'action préventive, donc on travaille en amont de la pollution et d'application volontaire. Donc pour la DLVA, cette démarche, il s'agit avant tout de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation, donc en réalisant cette démarche et donc en mettant en place des actions préventives. Mais il y a aussi un enjeu vis-à-vis de la production d'eau potable, de diversifier et sécuriser les ressources utilisées, hein. Il est toujours préférable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je dirais, donc en diversifiant les ressources qui peuvent être exploitées. Et puis, il y a un intérêt également économique. Il faut savoir que traiter de l'eau de surface, c'est globalement plus coûteux que la potabilisation d'une ressource souterraine. Voilà, sans parler des coûts indirects de conduite, d'installation de pompage, etc., qui peuvent représenter des montants assez importants pour une collectivité qui doit aller chercher de l'eau plus éloignée que le lieu de consommation. Donc, cette démarche de reconquête, elle se déroule en différentes étapes. Dans un premier temps, un diagnostic des pressions agricoles et non agricoles a été réalisé sur les aires d'alimentation des captages qui sont concernés. Donc, c'est un travail qui a débuté au courant 2019, fin d'année 2019 plutôt. Donc,
c'est donc notre bureau d'études Envis qui a été mandaté pour faire ce travail. Au cours de cette étape, nous avons rencontré pas mal d'acteurs de la profession agricole, des agriculteurs, donc à peu près une vingtaine d'exploitants du secteur avec qui on a travaillé de manière assez approfondie. Il y a également un volet non agricole qui était concerné. Donc, on s'est intéressé à tout ce qui est usage de produits sanitaires par les communes, par exemple, la gestion des eaux usées par les stations d'épuration ou les systèmes de traitement autonomes. Donc, cet état des lieux, ce diagnostic de territoire, a été validé en comité de pilotage au mois de septembre, et puis il a fait l'objet d'une restitution aux acteurs du territoire, donc à Valençol au mois d'octobre. Et donc, le plan d'action que je vais vous proposer aujourd'hui, il est basé en grande partie sur ce travail, cet état des lieux qui a pu être réalisé. Je vous ai parlé donc de 5 aires d'alimentation qui font l'objet de la démarche. Donc, les 5 captages concernés, c'est la source de la Bouscole à Gréoux, le puits de l'Ovestre à Riez, le forage de l'Ovestre au Pont des Truffes à Puimoisson, et puis le forage de Riaille et la source Michel à Roumoules. Et donc, on travaille à l'échelle des aires d'alimentation. Donc, c'est les zones qui sont cartographiées en bleu sur cette carte. Il faut savoir que l'aire d'alimentation d'un captage, ça correspond à une zone sur laquelle une goutte d'eau tombée peut potentiellement rejoindre le captage. Le plan d'action dont on parle, donc il s'agira d'actions préventives, je l'ai déjà cité, d'applications volontaires, donc il ne s'agit pas d'interdire ou d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce sont des actions qui peuvent être finançables, donc c'est une opportunité finalement pour un territoire de mobiliser des financements pour faire des choses qui vont dans le sens du territoire. Voilà. Le plan d'action que je vais vous proposer maintenant, à ce stade, c'est une proposition du bureau d'études, donc en Envis, basée sur notre expertise, donc voilà, des retours d'expérience qu'on a pu voir sur différents territoires en France, les échanges qu'on a pu avoir depuis le début du travail avec les agriculteurs et puis les autres acteurs de la profession agricole, notamment, et le volet non agricole également. Mais il faut savoir que les propositions que je vais vous faire, ça reste une version de travail. Il n'y a aucun engagement de la collectivité ou d'autres partenaires sur si elle sera réellement retenue et mise en œuvre. Donc, à ce stade, ce que nous attendons de votre part, c'est de nous aider à formaliser un plan d'action qui soit le plus adapté possible au territoire, voilà, à vos attentes, à vos besoins, à votre manière de voir les choses. Donc, la manière de travailler qu'on vous propose, c'est à partir des propositions que je vais vous faire, que vous puissiez nous dire à travers le fichier Excel qui vous est envoyé avec cette présentation, de nous dire en gros, voilà, pour chaque action, est-ce que vous êtes globalement d'accord ou pas d'accord, de pouvoir nous faire toutes les remarques que vous voulez, voilà, des propositions sur la mise en œuvre, des compléments, etc., nous citer des partenaires potentiels que vous auriez en tête. Et également, n'hésitez pas à nous proposer d'autres actions qui n'auraient pas été évoquées et qui vous semblent pertinentes à intégrer dans le cadre de cette démarche. Donc, votre sollicitation, elle se fera plutôt à distance, mais n'hésitez pas à nous solliciter si nécessaire. Vous aurez mes coordonnées en fin de présentation pour discuter de manière un peu plus approfondie sur, voilà, sur telle ou telle action ou sur l'implication d'acteurs, voilà, tous les sujets que vous souhaiterez. Donc, suite à ce travail, nous essaierons d'intégrer du mieux possible l'ensemble des remarques qu'on aura pu avoir pour proposer une deuxième version de plan d'action. L'objectif, c'est de pouvoir revenir vers vous, idéalement sur la fin du mois de janvier, pour vous présenter une version plus aboutie du plan d'action. Sachant qu'après cette réunion, il pourra à nouveau y avoir de dernières modifications, et l'idée c'est qu'ensuite, donc on va dire au mois de février, mars ou plus tard, ça puisse être validé par le comité de pilotage, puis par les élus de l'agglomération. Et donc une mise en œuvre des actions, idéalement pour voilà, second semestre de l'année 2021. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec donc la proposition d'un plan d'action. Les actions ont été organisées à travers différents objectifs stratégiques. Donc, un objectif stratégique, on va dire, c'est les grandes lignes du plan d'action.
Un premier objectif sera de protéger les points de captage. Donc là, on est vraiment au niveau du point de captage et des abords immédiats, avec donc 3 objectifs opérationnels. Réaliser donc les déclarations d'utilité publique sur les captages qui ont un enjeu pour la production. Donc AEP, c'est l'alimentation en eau potable. Sécuriser les puits et forages privés ou publics, et puis remettre en herbe autant que possible les parcelles prioritaires, donc celles qui sont notamment aux abords immédiats des captages. Donc, pour chacun de ces objectifs, les actions qui sont proposées. Donc, dans un premier temps, pour la mise en œuvre de la DUP, il s'agira de mettre en place donc, cette procédure qui est une démarche obligatoire pour tout captage utilisé pour la production d'eau potable. Donc, par rapport aux 5 captages que je vous ai listés tout à l'heure, il y en a certains qui seront probablement abandonnés pour la production d'eau potable parce que pas assez productifs ou mal conçus. Donc, voilà, il s'agira pour la collectivité de faire le tri au regard des éléments à disposition pour savoir ceux qu'on écarte et ceux qui sont conservés, et donc ceux qui sont conservés pour se mettre en conformité. Il y aura cette déclaration d'utilité publique à mettre en place, donc qui débouchera par la mise en place notamment de périmètres de protection immédiats et rapprochés, avec potentiellement des clauses, des contraintes à respecter sur chaque périmètre. Dans un second temps, donc la sécurisation des puits et forages privés ou publics. Donc, il faut savoir qu'un puits ou un forage, s'il n'est pas étanche, ça constitue une voie de contamination directe des horizons de surface vers les ressources plus profondes. Donc, un vecteur de pollution. Donc, c'est indispensable de faire en sorte que tous les ouvrages soient le mieux conçus possible. Donc, au niveau des actions, pour les ouvrages publics qui ne seront pas conservés pour la production d'eau potable, il s'agira pour la collectivité de les reboucher ou de les mettre en conformité, c'est-à-dire de les sécuriser, d'étanchéifier l'installation. Pour les ouvrages privés qui pourraient être sur les zones les plus proches des captages notamment, là, on travaillera sur la sensibilisation de ces propriétaires, donc aux risques qu'il peut y avoir, aux travaux qui peuvent être envisagés, aux aides financières qui peuvent être mobilisées. Donc là, on est plutôt sur une action de communication. Et puis, pour les propriétaires qui souhaiteraient mettre en place des actions sur leur captage, les sécuriser, voire les reboucher si ils sont plus exploités, la collectivité pourrait proposer un appui technique et administratif pour la réalisation des travaux, éventuellement la sollicitation d'aides financières. En ce qui concerne la remise en herbe des parcelles prioritaires, donc il faut savoir que c'est quand même la mesure la plus efficace vis-à-vis de la production d'eau potable, de remettre en herbe les parcelles lorsque cela présente un intérêt. Par rapport à ça, on peut avoir différentes actions envisageables. Il peut y avoir donc de l'acquisition foncière, tout d'abord par la collectivité, avec par exemple la mise en place de baux environnementaux afin de garder une vocation quand même agricole de ces parcelles. L'obligation réelle environnementale, donc ça c'est un dispositif plutôt récent. En gros, c'est un contrat entre le propriétaire, l'exploitant et la collectivité pour respecter un cahier des charges. Donc par exemple, absence d'utilisation de produits phytosanitaires ou d'engrais chimiques, respect d'un cahier des charges bio, voire remise en herbe. Et donc en fonction du niveau de contrainte, il y a une indemnisation qui est prévue, si la parcelle est vendue, qui se transmet avec la parcelle, donc qui se transmet de propriétaire en propriétaire et qui peut aller sur une durée jusqu'à 99 ans. Voilà. Et puis la dernière action pour la remise en herbe, ça peut être les MAE, donc les mesures agro-environnementales. Donc là aujourd'hui, on n'en a pas qui peuvent être mobilisés sur le territoire, mais en fonction des prochaines programmations, des dispositifs d'aide qui pourraient être proposés, il peut y avoir des actions qui aillent en ce sens. Donc en gros, là, un agriculteur, par exemple, pourrait toucher une aide à l'hectare pour remettre en herbe ou respecter un cahier des charges du style bio sur certaines parcelles, encore une fois, stratégiques. Il ne s'agit pas d'appliquer ce genre de mesures sur des surfaces importantes. On est vraiment sur des zones très, très ciblées.
Le deuxième objectif stratégique, ça va être encourager l'évolution des systèmes agricoles vers des systèmes plus durables, plus respectueux de l'environnement. Donc, avec un premier objectif qui va être développer l'agriculture biologique. Donc là, ce qui pourrait être proposé, c'est à minima la réalisation d'un pré-diagnostic de conversion pour au bio. Donc, en gros, un exploitant qui serait potentiellement intéressé pour se convertir ou qui en est juste au stade de réflexion, de pouvoir lui amener des éléments techniques et économiques sur une conversion. Et pour ceux qui se convertissent, derrière, d'avoir un suivi au moins sur les premières années pour accompagner la mise en place de la démarche. Le deuxième objectif, c'est développer des projets agro-environnementaux à l'échelle individuelle ou collective. Ça passe par deux actions. L'accompagnement des opérateurs économiques, donc par exemple les coopératives, les négoces, voilà, tout acteur potentiellement du milieu agricole, peut être porteur d'une démarche agro-environnementale qui s'appliquerait à ses adhérents, à ses coopérateurs. Donc l'idée, c'est de définir un cahier des charges et puis envisager une valorisation, que ce soit économique, que ce soit par l'image de la démarche. Et puis, un autre levier pour travailler sur les projets agro-environnementaux, c'est le développement du HVE. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc HVE, c'est haute valeur environnementale. Donc c'est une certification qui en gros permet de garantir un meilleur respect de l'environnement dans les pratiques. C'est des démarches qui peuvent être mises en place par un exploitant individuellement, mais qui peuvent être aussi portées par des opérateurs, enfin des acteurs, par des structures collectives. Donc là, dans un premier temps, sur le HVE, ce qui pourrait être envisagé, c'est de proposer des formations aux techniciens, aux structures collectives, aux agriculteurs sur le HVE. Voilà en quoi ça consiste, comment ça peut se mettre en place, quels sont les intérêts. Et puis après, en fonction des intérêts, des volontés de chacun, chacun sera libre de s'engager ou non sur ces démarches. Mais voilà, à minima, apporter de l'information sur le HVE. Objectif suivant, diversifier les productions en orientant vers des cultures à bas niveau d'impact. Donc, il existe déjà des productions bas niveau d'impact sur le secteur. L'idée, c'est de voir par rapport aux filières existantes ou à des opportunités d'un point de vue technique et économique, qu'est-ce qui est possible d'envisager sur le territoire. Et puis, donc, sur la base de ces éléments, derrière, encore une fois, chacun sera ensuite libre de s'engager ou non sur ces éléments. Donc là, on est vraiment sur une étude, une réflexion amont sur les opportunités qu'il pourrait y avoir. Le dernier objectif, c'est promouvoir les produits locaux qui sont plutôt des produits de qualité, d'autant plus si on a en plus des pratiques respectueuses de l'environnement et des ressources en eau. Donc là, il s'agirait de travailler sur le développement de marques ou de labels de qualité, donc voilà, des produits estampillés plateau de Valençol, par exemple, ou des produits terre de source. C'est un label qui avait été utilisé par la ville de Rennes pour mettre en avant des produits qui sont conduits avec le respect d'un cahier des charges, comme on pourrait mettre en place sur une aire d'alimentation de captage comme celle-ci. Objectif stratégique numéro 3, réduire l'impact environnemental des pratiques agricoles vis-à-vis des produits phytosanitaires principalement et également des nitrates. Donc là, on a plusieurs objectifs opérationnels et ils seront déclinés en 2 diapositives. Le premier, c'est améliorer le pilotage de la fertilisation. Donc, il y a des marges de manœuvre qui ont été mises en évidence là, au cours du diagnostic qu'on a pu faire vraiment sur le pilotage de la fertilisation. Donc, les actions qu'on peut envisager par rapport à ça, tout d'abord, de proposer des formations à la fois aux techniciens et aux agriculteurs sur les enjeux techniques et économiques qu'il peut y avoir à utiliser des outils de la décision, voilà, de piloter le plus finement possible sa fertilisation. Au regard du contexte économique, aussi bien sur le blé dur que sur le lavandin. Voir quel intérêt il y a à s'orienter là-dessus. Donc là, encore une fois, on est sur apporter des informations, de la connaissance, et puis derrière, laisser libre chacun de s'engager ou non sur ce qui l'intéresse.
En complément de ces actions de formation, on pourrait envisager un groupe de travail animé, par exemple, par la démarche Regain sur le pilotage de la fertilisation. Donc là, l'idée, ce serait de regrouper des agriculteurs qui sont intéressés par ce sujet pour tester des choses et voilà, mettre à profit les expériences des uns et des autres, s'appuyer sur les travaux aussi des instituts techniques, de la recherche, etc., pour aider ce groupe à avancer et puis communiquer les résultats aux autres agriculteurs pour essayer d'étendre les pratiques qui donnent satisfaction. Et puis, la dernière action de cet objectif, c'est l'amélioration des connaissances sur les besoins azotés réels du lavandin. Donc, voilà, d'après les échanges qu'on a pu avoir avec pas mal d'acteurs de la profession, on sait qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur le besoin du lavandin en termes d'azote, donc à la fois sur la quantité précise, mais également sur les périodes. Voilà, quelles sont les périodes d'absorption, sous quelle forme. Donc là, on est sur l'action qui fait appel plutôt aux travaux des instituts techniques, CRIEPAM, Arvalis, les coopératives, etc., pour essayer de renforcer les connaissances là-dessus et voir si les besoins du lavandin correspondent aux pratiques qui sont faites aujourd'hui ou s'il y aurait des choses à potentiellement améliorer. Donc, la limitation du risque de lessivage de l'azote, elle passe par l'amélioration du pilotage de la fertilisation, mais elle passe également par la fixation du reliquat d'azote en entrée d'hiver. Donc, c'est en gros au mois de novembre, une fois que la réserve utile du sol est pleine, qu'on va pouvoir avoir du lessivage des nitrates s'ils sont présents dans le sol. Donc, l'idée, c'est d'essayer de fixer cet azote qui pourrait être dans le sol avant l'entrée d'hiver. Donc, par rapport à ça, on a différentes actions envisageables. Tout d'abord, renforcer le travail qui est déjà réalisé. Il y a pas mal de choses qui sont faites par différents acteurs sur les couverts ou éventuellement des cultures d'automne. Et puis, donc, s'appuyer sur ces résultats, sur ces essais pour voir ce qui fonctionne moins et essayer de l'étendre de manière plus large sur le territoire. Comme pour l'objectif précédent, on pourrait envisager la constitution d'un groupe d'agriculteurs autour du sujet des couverts. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, mais c'est loin d'être évident dans le contexte climatique du plateau de Valensole de réussir des couverts. Mais il y a quand même des leviers qui existent. Donc voilà, un groupe d'agriculteurs qui serait intéressé par ce sujet, et puis encore une fois, qui, à travers des visites, des retours d'expérience, l'intervention d'experts, pourrait mettre à profit les connaissances des uns et des autres pour essayer d'avancer sur ce sujet-là et de trouver les leviers pour réussir du mieux possible les couverts et donc limiter les risques de lessivage de l'azote. Voilà. Et puis la dernière action de cet objectif, c'est de peut-être mobiliser, si ça se justifie, si c'est possible, le dispositif de PSE, donc paiement pour services environnementaux. Donc là, en gros, on est sur un contrat, encore une fois, entre une collectivité, par exemple, et l'agriculteur pour un service rendu qui pourrait être donc la limitation du lessivage de l'azote. L'agriculteur a un objectif de résultat à atteindre et donc il est libre d'utiliser les moyens qu'il souhaite pour atteindre cet objectif. Et en fonction du niveau d'objectif atteint, il y a un niveau de rémunération défini à l'avance qui est proposé. L'objectif suivant, c'est encourager les alternatives aux herbicides. Donc volontairement, on cible les herbicides parce que vis-à-vis de la qualité de l'eau, on retrouve sur le volet pesticides, on a très majoritairement des herbicides dans les ressources en eau souterraine. Donc le travail sera axé sur cette famille-là, même si on n'exclut pas quand même de pouvoir avancer également sur les autres matières actives, donc les fongicides, les insecticides. Donc, par rapport à ça, deux actions proposées. Tout d'abord, la promotion du matériel de désherbage alternatif, donc à travers de la communication, des démonstrations, etc. Et puis, pouvoir accompagner administrativement les exploitants qui le souhaitent au montage de dossiers donc PCAE, c'est le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Donc, en gros, ce sont des aides qui sont versées pour l'acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique, par exemple.
Et puis, comme pour les objectifs précédents, la création d'un groupe de travail autour des solutions alternatives aux herbicides, donc le désherbage mécanique par exemple, mais on sait qu'il y a tout un tas d'autres leviers, hein. Ça peut être les couverts, ça peut être le travail du sol, la rotation, etc. Donc l'idée, c'est de voir parmi ce panel de solutions usageables, qu'est-ce qui est fait chez les uns et les autres. Du côté de la recherche, voilà, quel est le niveau de connaissance, qu'est-ce qu'on peut valoriser, et donc essayer de travailler, de développer sur les leviers les plus efficaces en fonction des conditions locales pour limiter le recours aux produits phytosanitaires. Toujours par rapport à cet objectif stratégique de réduire l'impact environnemental des pratiques, dernière série d'actions, par rapport à l'objectif opérationnel de créer des dispositifs tampons. Donc là, on cherche plutôt à limiter le transfert des produits de la parcelle vers le milieu naturel avec différentes actions. Donc encourager l'enherbement des interrants sur le lavandin ou éventuellement une arboriculture également. Mais voilà, ça va concerner plutôt le lavandin quand même. Donc voilà, encourager l'enherbement à travers le développement des connaissances, l'acquisition du matériel spécifique à la fois pour le semis et puis pour la gestion des couverts. Autre action, c'est développer l'enherbement des abords des parcelles de lavandin et en culture pérenne, de manière à constituer des zones tampons, donc limiter le ruissellement, l'érosion, fixer les produits phytosanitaires, éventuellement les nitrates sur ces dispositifs, les dégrader et donc éviter qu'ils soient transférés vers le milieu. Et puis sur les zones les plus sensibles au transfert, donc voilà, les plus pentues par exemple, la création de haies rejoint cet objectif de dispositifs tampons. Il y a déjà des actions qui sont mises en place dans le cadre de la démarche regain. Ça pourrait être mutualisé, on pourrait rajouter cet objectif de limitation du transfert vis-à-vis des ressources en eau souterraine. Et donc mettre en place des haies sur les zones sur lesquelles ça se justifie de ce point de vue-là. Objectif opérationnel suivant, c'est améliorer la gestion des effluents phytosanitaires. Donc, le diagnostic qu'on a réalisé montre que globalement, la situation s'est relativement bien améliorée au cours des dernières années sur donc les lavages de pulvérisateurs, à la fois lavage intérieur et lavage extérieur. Mais il reste quand même une marge de manœuvre assez importante par rapport à d'autres sujets. Donc là, on serait sur une action qui vise à renforcer la communication des bonnes pratiques, à la sensibilisation sur la gestion des effluents phytosanitaires. La solution des aires de lavage collectif qui est souvent évoquée peut être envisagée, mais il faut savoir qu'on est sur des installations qui sont quand même très coûteuses, avec des financements qui se raréfient. Donc c'est une action qui est quand même de plus en plus compliquée à mettre en œuvre. Donc on pourrait plutôt s'orienter voilà, vers des solutions alternatives moins coûteuses, plus faciles à mettre en œuvre et qui permettent d'avoir des résultats tout aussi intéressants vis-à-vis de l'environnement. Le dernier objectif, il concerne le cas spécifique de la source Michel. Donc, c'est un captage dont l'aire d'alimentation est toute petite, hein, c'est environ une dizaine d'hectares. Il y a 3 agriculteurs seulement qui sont concernés. Du coup, on peut se permettre une approche différente par rapport à des territoires beaucoup plus vastes, hein, comme l'aire d'alimentation de la source de la Bouscole. L'idée, ça serait de proposer un accompagnement technique individuel pour ces 3 agriculteurs, s'ils le souhaitent, bien entendu. Donc, en gros, ça serait un technicien qui travaillerait avec eux. Voilà, il y aurait plusieurs moments de travail au cours de l'année pour, par exemple, élaborer un plan prévisionnel de fertilisation qui soit le plus précis possible, utiliser des outils de décision au cours de campagne pour adapter du mieux possible les apports d'azote, voilà, orienter vers des solutions alternatives. Voilà. Et puis, donc, chaque année, réaliser un bilan par rapport aux pratiques qui sont réalisées, par rapport à ce qu'on retrouve dans le captage,
Voilà, c'est aussi un travail de sensibilisation des exploitants. Et si cette action est mise en place, il faut savoir que l'exploitant reste libre de mettre en œuvre les pratiques qu'il souhaite. C'est un accompagnement, c'est une source d'information qui lui est proposée, mais c'est évidemment l'exploitant qui reste maître de ces pratiques. Le dernier objectif stratégique il concerne l'animation, le suivi et le pilotage du plan d'action. Donc, les actions dont on a pu parler jusque-là, il va falloir des moyens humains et financiers, évidemment, pour les mettre en œuvre et puis piloter, voir si les actions proposées sont efficaces, si on a des résultats. Donc, on a différents objectifs opérationnels. Le premier, c'est continuer à améliorer les connaissances sur le territoire et sur la ressource. Avec une première action qui est prévue, c'est une étude qui permettrait d'améliorer la connaissance sur l'origine des nitrates. Donc, en gros, savoir si c'est une origine plutôt agricole ou non agricole. Notamment la question de la station d'épuration de Valençol qui se pose. On a déjà des éléments de réponse plutôt qualitatifs aujourd'hui. L'idée, voilà, ça serait de confirmer les hypothèses avec une étude un peu plus précise sur l'origine de ces nitrates. Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des captages et de la ressource de manière générale avec des sondes écologues. Voilà, alors petit nom, peu importe. Mais en gros, c'est des sondes qui sont implantées sur différentes sources et qui permettent de suivre différents paramètres sur la ressource et en gros de voir comment elle se comporte par rapport aux précipitations, par rapport à l'année. Et donc, ouais, aider à comprendre le fonctionnement du milieu et donc identifier les actions et éventuellement les zones d'action les plus pertinentes possibles pour protéger les ressources. Action suivante, un suivi renforcé de la qualité de l'eau. Donc évidemment, pour calibrer les actions, essayer de suivre l'effet du plan d'action, même si on sait qu'on est sur un temps de réponse qui est bien plus important que les quelques années du plan d'action envisagé. On est plutôt en général de l'ordre de la décennie. Voilà, on mettra en place un suivi renforcé de la qualité de l'eau, à la fois sur le paramètre nitrate et pesticides, pour voir comment ça évolue, éventuellement l'arrivée de nouvelles substances phytosanitaires et pouvoir éventuellement ajuster les actions, revoir les priorités qui peuvent être données, etc. Un peu de même nature, donc là on parlait d'un suivi qualité de l'eau. L'action suivante, c'est un réseau de reliquats azotés sur des parcelles agricoles. Donc l'idée, c'est de constituer un réseau d'environ une vingtaine de parcelles sur lesquelles on fera un suivi du reliquat d'azote au moment de la récolte, en entrée d'hiver. Donc je le disais tout à l'heure, c'est là où se situe le risque de lessivage, et puis en sortie d'hiver. Et l'idée, c'est de voir comment évolue au fil de l'année le stock d'azote, la migration des nitrates sur une parcelle, de comparer entre les parcelles en fonction de la culture, de la rotation, des pratiques de l'agriculteur, voir quelles sont les situations les plus à risque et puis quelles sont les situations qu'on peut continuer à mettre en place sans trop d'inquiétude. Donc, c'est vraiment un outil à la fois acquisition de connaissances et qui permettrait d'aider à adapter les actions, cibler peut-être un peu mieux d'éventuelles situations à risque sur lesquelles concentrer les actions. Objectif opérationnel suivant, sensibiliser et informer l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc là, on est sur un volet communication, communication à la fois grand public, donc les citoyens, les scolaires, et de la communication plus ciblée, par exemple communication technique agricole via des plaquettes, des journées événementielles, des choses comme ça. Donc voilà, il peut y avoir, en fonction des objectifs et du public ciblé, différents outils de communication qui peuvent être mobilisés. Et le dernier objectif opérationnel, c'est piloter la mise en œuvre du plan d'action.
Donc là, il y a 2 actions. La mise en place d'une animation transversale. Donc concrètement, c'est la création d'un poste d'animateur au sein de la collectivité qui sera chargé d'assurer la coordination entre les différents acteurs, les différents partenaires du plan d'action, s'assurer que les différentes actions prévues suivent leur cours, soient bien mises en œuvre, pouvoir renseigner un tableau de bord avec des indicateurs de réalisation, de suivi, de mise en œuvre, de résultats, etc. Et puis, donc, chaque année, pouvoir restituer les résultats, donc rendre compte à un comité de pilotage, donc le COPIL, qui pourrait être élargi aux différents acteurs et partenaires concernés, donc les coopératives, les négoces agricoles, des acteurs non agricoles, éventuellement des agriculteurs. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse être informé régulièrement donc de ce qui se passe, à la fois l'évolution sur la qualité de l'eau, les actions mises en œuvre, les résultats obtenus, etc. Et pour terminer, d'autres actions qui ne sont pas directement prévues dans le cadre du plan d'action de reconquête de la qualité de l'eau, mais qui vont quand même dans ce sens. Donc, je vous les présente à titre d'information. On va parler notamment là, de la mise en place d'une nouvelle station d'épuration à Valençol. Celle d'aujourd'hui étant sous-dimensionnée, donc il y a pas mal de rejets qui sont faits directement au milieu naturel sans traitement. Donc là, il y a des travaux qui sont prévus pour créer une station avec une capacité plus importante. Et puis, continuer à travailler sur la mise aux normes des systèmes d'assainissement individuels. Donc ça, c'est le travail que réalise déjà le SPANC de la collectivité. Donc un travail déjà en place et à poursuivre. Donc voilà pour la présentation. J'en ai terminé pour vous présenter ce contexte et puis les grandes lignes du plan d'action qu'on envisage. Vous avez mes coordonnées là sur cette diapositive, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à ça, vos suggestions. Et puis donc on reviendra vers vous en début d'année 2021 pour vous présenter un programme d'action finalisé. Merci à vous.